This meeting is being recorded. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire Options Finance et l'ISFER. Nous allons donc parler de risques et d'évolution des risques. Donc, on voit que les risques évoluent, peu importe leur nature, hein, économique, environnementaux, géopolitiques, mais aussi réglementaires, cybernétiques. Donc, dans ce contexte, la façon d'évaluer les risques doit évoluer elle aussi. Et donc, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de l'évaluation en 2025 de nos partenaires commerciaux, en compagnie d'Alain Luminel et de Géraud Zeller, qui sont tous deux de la société Hélisphère. Donc, Alain et Géraud, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Tout d'abord, Alain. Oui, bonjour à tous, je suis Alain Minel, je suis responsable du pôle expertise financière chez Elisser. Merci, Alain. Géraud? Bonjour, Géraud Zeller, je suis responsable marketing stratégique et partenariat chez Elisfer, donc en charge de l'offre, des produits et services pour vous aider à prendre les meilleures décisions de crédit. Merci, Géraud. Alors, tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous avez un onglet discussion. Et bien évidemment, Alain et Géraud se feront un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous, je je vous donne un petit peu le déroulé. Donc, Alain va commencer par nous parler du contexte économique. Ensuite, Géraud nous parlera des enjeux en 2025 des credit managers. Et enfin, nos deux intervenants nous parleront de la méthodologie d'Hélisphère pour répondre à la fois aux enjeux du credit manager et au contexte économique. Et cette méthodologie sera appuyée par un exemple. Voilà. Donc, Alain, je m'adresse à vous. Pour commencer, Oui, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte économique? oui, très bien. Euh, alors, le contexte national, on l'a représenté par ce graphique qui prend en compte à la fois les créations de sociétés commerciales et à la fois le nombre de disparitions de sociétés commerciales. Donc, en fait, c'est un peu un ratio entre les créations et les disparitions. Il y a trois constats, en fait, qu'on fait. Le premier constat, c'est qu'on est quand même sur une économie qui est très résiliente. Quand on regarde 2019 par rapport à 2024, on est sur un niveau de création de sociétés commerciales de plus 17%, donc entre 2019 et 2024. Ça, c'est plutôt un très bon signe. On est quand même sur un ratio qui est positif. Donc, on a plus de création que de disparition, même si c'est un ratio qui est en retrait. On était sur un ratio de 1,4 en 2019, ce qui veut dire qu'on avait 1,4 création pour une disparition. On est sur un niveau de ratio de 1,2 sur 2024. Donc, quand on regarde finalement l'écart et le différentiel d'entreprise, on est sur un écart de 63 000 sociétés commerciales en plus sur 2019. Il y a une légère régression sur 2024, on est à 52 000. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a une hausse très sensible des disparitions d'entreprises. C'est intéressant, en fait, cet indicateur de disparition d'entreprises, parce qu'on parle beaucoup de défaillances d'entreprises, donc de procédures collectives, et on s'aperçoit que finalement, les défaillances d'entreprises ne représentent que 25 à 30% des disparitions. Et qu'on oublie souvent un indicateur qui est important, c'est l'évolution des cessations d'activité volontaires. Donc là, on constate qu'entre 2019 et 2024, on est sur une hausse de 30% des disparitions, principalement due à la forte augmentation des cessations d'activité volontaires, ce qui explique qu'on constate notamment dans notre centre-ville une profonde désertification, notamment liée à la disparition de nombreux commerces et de services de proximité. C'est le deuxième constat. Le troisième constat qu'on fait, c'est que le nombre de procédures collectives à l'intérieur des disparitions ne cesse d'augmenter. En général, on est sur des niveaux qui étaient assez bas sur 2019. On est sur des niveaux entre 25 voire 30% dans certaines régions sur 2024. En 2019, quand une entreprise déposait son bilan,
à 50%, vous pouviez avoir une possibilité que cette entreprise continue son activité à l'issue d'un redressement judiciaire assorti d'une période d'observation. Quand on regarde aujourd'hui en 2024, vous avez 2 chances sur 3 que le dépôt de bilan se termine par une liquidation judiciaire. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un impact très très fort sur le risque d'illiquidité et qu'à moyen terme, en fait, ces entreprises ne sont pas viables. On parle beaucoup plus d'illiquidité que d'insolvabilité maintenant. Donc, c'est un risque aujourd'hui qui est à prendre en compte, qui est très, 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 très fort. La deuxième slide que je voulais vous montrer, c'est l'évolution des défaillances. On est sur un pic record en 2025 en termes de défaillances. Ça s'explique globalement par un effet rattrapage de l'exercice 2020, 2021, voire 2022. On va être sur un palier et on verra sur la slide précédente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 régions aujourd'hui sur lesquelles on a des taux d'évolution qui sont supérieurs à 20% au niveau des défaillances d'entreprise. On a la Normandie qui a enregistré une évolution positive de plus 29%. On a l'Île-de-France qui a plus 27%, donc ça touche plus de 16 000 défaillances sur l'Île-de-France. Et la dernière région qui est fortement touchée par cette évolution, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a des secteurs qui sont très représentatifs à l'intérieur de ces régions. On a notamment tout ce qui touche le transport et la logistique. On est sur des taux de progression de plus de 30% sur 5 ans. On a des évolutions également très positives sur la construction et notamment sur la promotion immobilière. Et la dernière slide pour vous dire quand même qu'on est sur un effet, un palier, c'est qu'il y a une légère baisse des défaillances sur les 2 premiers mois. On est sur un niveau de 5 000 défaillances sur février, on est à 5 700 sur janvier. C'est une baisse d'à peu près 11% par rapport à janvier-février 2024. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et ce n'est pas la même chose au niveau de territoire d'outre-mer. Et on a également une forte baisse au niveau des procédures de sauvegarde au niveau de la France métropolitaine et également sur nos différents territoires. D'accord. Donc, globalement, une situation de défaillance quand même élevée, mais avec quelques signes positifs, une stagnation, voire une Oui, oui. amélioration. Merci beaucoup, Alain. Géraud, à quoi La sont faute de confrontés préoccupation, les... c'est vraiment, Pardon? oui. La faute de préoccupation, c'est vraiment l'évolution des cessations d'activité volontaire Oui, aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'il y a un effet psychologique. Ce sont ce sont des sociétés commerciales qui sont plutôt en bonne santé et dans lesquelles le dirigeant dit à un moment donné, je ne peux plus, aujourd'hui, une partie je ne suis pas payé, je ne vois pas d'évolution, en tout cas sur le moyen terme, et finalement, il ferme la porte de sa société. Et ça, c'est plutôt très préoccupant, beaucoup plus préoccupant que l'évolution des défaillances, à mon avis. d'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Euh, Géraud, du coup, alors, quels sont les nouveaux enjeux pour les credit managers en 2025? Alors, nous avons eu un certain nombre de remontées de la part de votre part, de la part de nos clients également. Il y a 4 grands enjeux qui se dégagent. Le premier, c'est le fait de regarder la trésorerie, de regarder le très court terme, là où historiquement, il était possible de regarder la solvabilité à 12 mois pour prendre des décisions. On voit qu'il y a une accélération des crises, il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus variées. Elles sont géopolitiques, il y a la problématique des taux d'intérêt, la problématique de l'inflation. Euh, et donc, c'est l'ensemble de ces crises successives qui ont des impacts forcément sur la trésorerie de l'entreprise à court terme et qu'il faut analyser avec une dimension sectorielle. Donc, on va le voir par ailleurs. La question aussi de la trésorerie, de la tension de la trésorerie qu'on voit beaucoup actuellement et qui est devenu d'ailleurs l'enjeu numéro un des directions financières aujourd'hui, c'est la question du remboursement des PGE, puisque finalement les entreprises se voient contraintes de les rembourser aujourd'hui.
en parallèle de taux d'intérêt souvent plus élevés que anticipés. Et la Banque de France estime qu'il y a 5% des entreprises qui ont fait appel au PGE qui feront défaut. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu en fait à regarder les choses voilà, à très court terme, avec un impact sur la trésorerie à très court terme. Le deuxième enjeu, finalement, c'est le temps de prise de décision. Vous êtes nombreux à nous avoir remonté que sur chaque dossier que vous avez à traiter, vous n'avez pas plus de 5 minutes. Donc là, la question, c'est comment est-ce que lorsque vous avez un enjeu, un encours important sur un prospect, sur un client, comment faire en sorte d'analyser finement le dossier et en même temps d'être capable de prendre la décision dans les 5 minutes. Donc ça, c'est un grand sujet. Il vous faut des éléments qui analysent, mais qui vous sont restitués de manière extrêmement précise et pour prendre votre décision rapidement. Donc ça, c'est le deuxième grand enjeu qui se dégage de tous les retours que vous avez pu nous faire. Il y en a deux autres. C'est finalement le fait de sortir d'une logique purement comptable et axée uniquement sur les bilans pour passer sur une logique de connaissance de son client, de connaissance de son prospect. Pourquoi? Parce que, il y a de moins en moins de données financières. En fait, depuis la loi PACTE de 2019, comme vous le savez, les TPE, PME ont l'option de poser en fait l'option de confidentialité sur leur compte. Et donc, on arrive aujourd'hui à près de 75% des bilans qui sont confidentiels. Donc, la question, c'est sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour réaliser l'analyse de ces clients, de ces prospects, euh, pour prendre une décision avec un minimum de sécurité derrière. Donc, c'est toute la question en fait, d'indicateurs, en dehors des indicateurs financiers et qui se mêle à toute une vision dite multirisque. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que le credit manager est au centre de l'ensemble des évolutions sur les nouveaux risques de l'entreprise. Donc, il y a le risque de fraude, il y a toutes les obligations de conformité, toute la question donc RSE qui monte avec tout l'enjeu de réputation derrière. Donc, c'est toute cette analyse extra-financière qui doit être prise en compte dans cette logique dite de connaissance. Et parmi l'ensemble de ces risques, il y en a un qui est à considérer de manière assez importante et à considérer rapidement, c'est la question de la fraude. Pourquoi? Parce que elle explose, elle se développe de manière absolument sensationnelle et elle a un impact fort et direct en termes de pertes financières. Donc, si on prend la fraude au virement, par exemple, la fraude au virement touche 64% des entreprises. Il y a plus d'un tiers des tentatives qui aboutissent et qui amènent sur des pertes de plus de 50 000 euros à chaque fois, en moyenne. Donc, ça, c'est la fraude au virement. On peut parler d'autres types de fraude, puisque finalement, même des entreprises qui, sur le papier, ont une activité réelle, ont une véritable existence légale, peuvent avoir vocation de fraude, peuvent être des coquilles vides et peuvent être amenés à vous frauder. Donc, on voit qu'il y a une véritable asymétrie aussi entre les moyens aujourd'hui que possèdent les fraudeurs, notamment avec tout l'IA qui se sont appropriés, et les moyens des entreprises, les moyens utilisés en fait par les entreprises pour se défendre. Donc c'est tout un enjeu aussi dans cette vision multirisque. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces enjeux qui va nous falloir prendre en compte dans l'analyse des dossiers. Ok, merci Géraud. Donc, pour résumer, on a toujours notre notion de priorité au cash. Il faut maintenant avoir une vision multirisque et on est confronté au problème de prise de décision accélérée. Je vous rappelle que vous pouvez librement poser vos questions dans le chat, donc dans l'onglet dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'onglet discussion. N'hésitez pas, hein. Donc, suite à ça, donc, concernant Elisphère, vous prenez forcément en compte à la fois le contexte économique et les nouveaux enjeux des credit managers pour faire évoluer vos outils. Donc maintenant, j'aimerais que vous nous parliez justement de ces évolutions
et si possible, par un exemple aussi. Voilà, par un exemple un petit peu plus concret pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Donc, c'est à vous. Très bien, je vais prendre la parole. Euh, donc, nous avons notre score de risque de défaillance qui est notre score, je dirais, un peu standard. Et on a aujourd'hui vocation à le rendre à la fois de plus en plus pertinent et aussi de plus en plus lisible. C'est-à-dire qu'à travers les différents risques qu'on a, on a créé différents indices en fait. Donc, on a un premier indice qui s'appelle l'indice de résilience, qui est aujourd'hui un indicateur un indice de liquidité qui finalement matérialise ce risque-là, qui se pose la question, est-ce qu'avec si mes clients me payent en temps et en heure, avec ma trésorerie, est-ce que l'entreprise va pouvoir payer ses dettes fournisseurs et ses dettes fiscales et sociales? Donc ça, c'est le premier indice aujourd'hui que nous avons, qui est créé donc, sur notre plateforme. L'autre indice financier qui est important, c'est l'indice d'endettement, qui est également vu le jour sur notre plateforme Unipro, qui lui va s'interroger sur la capacité d'une entreprise à pouvoir s'endetter et surtout à pouvoir rembourser sa dette. Et puis, nous avons des indices extra-financiers qui sont l'indice de comportement de paiement, l'indice de stabilité et notamment le score de fraude. Donc, plusieurs enjeux par rapport à ça. Nous devons avoir des indices qui se complètent. C'est-à-dire que l'indice de résilience sur le risque de liquidité ne doit pas exprimer la même chose que l'indice d'endettement. L'indice de comportement de paiement ne doit pas indiquer la même chose que l'indice de stabilité. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu, c'est l'indice doit concourir à l'amélioration continue de notre score. Pour vous donner un exemple, quand on a créé l'indice de résilience, on s'est interrogé en fait sur un ratio, sur les ratios de liquidité. Dans l'orthodoxie financière, vous en avez deux. Vous avez le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité réduite, voire un troisième, le ratio de liquidité immédiate. Nous, on a créé en fait notre propre ratio, qui est le ratio de liquidité réduite d'exploitation, qui ne va pas prendre les stocks et qui ne va pas prendre en compte le poste autres dettes et autres créances. Et ce ratio-là, on l'a intégré dans notre score de risque de défaillance, comme on intègre d'autres indicateurs de cash, notamment l'excédent de trésorerie d'exploitation. Donc aujourd'hui, il y a un devoir de transparence que nous avons. Donc notre score, on doit pouvoir l'expliciter et on doit pouvoir en fait montrer qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal à travers les différents indices. Donc ce devoir de transparence, notre score ne doit pas être aujourd'hui une boîte noire. Et puis, le troisième enjeu, c'est qu'on doit maintenir une expertise. Le but, à travers ces indices qui portent une réflexion très métier, c'est à la fois de maintenir une expertise financière, également extra-financière, une expertise économique, également une expertise technique. Je vais vous décrire globalement l'indice de résilience, qui est l'indice d'illiquidité chez Elisphère. Alors pourquoi cet indice? Quand je regarde un peu son historique, c'est un indice qu'on a créé durant la période Covid. Rappelez-vous la période Covid, avant que tombent les mesures de quoi qu'il en coûte, on avait des vrais doutes aujourd'hui sur comment les entreprises étaient rentrées dans la crise et comment elles allaient sortir de la crise. Donc, c'était une vraie interrogation de nos clients. On avait des parutions de presse qui étaient très alarmistes. Donc, nous, on avait pris le choix de ne pas toucher les algorithmes qui sont liés à notre score de probabilité de défaut. Mais en revanche, on voulait montrer à travers cet indice de comprendre en fait comment les entreprises se positionnaient. Et donc, l'idée en fait de la première version de cet indice, c'était de se dire une entreprise un peu comme nous, elle travaille en fait sur il y a deux leviers en fait pour qu'elle soit plutôt en bonne santé financière. Le premier levier, c'est est-ce qu'elle génère de cash par rapport à son activité. Donc c'était de mesurer finalement le niveau de sa marge d'exploitation, son OBE, par rapport à son modèle économique. Donc on a créé pareil en parallèle un indicateur qui s'appelle l'intensité capitalistique, parce que ce que je dis toujours, 4% de marge pour un supermarché, c'est pas pareil que 4% pour un équipementier automobile. Et la deuxième chose, le deuxième pilier qu'on a regardé, c'est de savoir si son bilan était liquide. C'est-à-dire que globalement,
Si avec ma trésorerie et mon poste client, est-ce que je peux payer mes dettes fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales? Donc ça, c'est la première version qu'on a créée, qui a bien fonctionné. Puis on s'est aperçu que durant les exercices 2022-2023, il y avait énormément de trésorerie qui étaient notamment liées au PGE dans les entreprises, qu'en fait que les ratios de liquidité étaient un peu tronqués. Donc on a fait une deuxième version, on a fait évoluer en fait notre version en disant effectivement aujourd'hui on va regarder ce ratio de liquidité réduite d'exploitation, mais on va faire une projection en fait dans l'avenir. On va se poser la question, c'est est-ce qu'il peut évoluer soit favorablement, soit défavorablement. Donc on a créé donc un indicateur financier et puis on a créé parallèlement un indicateur sectoriel. On a développé l'expertise au niveau de notre pôle économique pour pouvoir catégoriser en fait 690 codes NAF en 3 niveaux. Un niveau S1 qui est un niveau plutôt favorable, un niveau S2 qui est un niveau moyen et un niveau S3 qui est un niveau très défavorable. Ce qui permet de se dire aujourd'hui sur cet indicateur-là, comment fonctionne cet indicateur financier, la projection finalement de la liquidité réduite d'exploitation, elle est favorable ou défavorable, et parallèlement, comment fonctionne l'indicateur sectoriel. Donc en fait, c'est un mixte entre le financier et l'expertise économique. Ça, c'est pour l'indice des liquidités. On a créé un indice d'endettement parce qu'aujourd'hui, l'endettement, on a vu, il y a une forte corrélation entre l'endettement et l'évolution des défaillances. La dette financière n'est pas un problème. Ce qui est un problème aujourd'hui, c'est la capacité à rembourser la dette. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un taux d'effort qui est très, très fort, qui est demandé aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise par rapport au contexte économique pour pouvoir rembourser la dette. Il y a beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise qui ne prennent pas leur rémunération, qui diffèrent notamment leur investissement, justement pour faire face à cette problématique-là. Donc nous, ça nous a semblé important en fait de travailler sur cet indice. On a travaillé avec des clients, on a travaillé par rapport à des remontées que nous avons eues également sur notre terrain, et on s'est mis à la fois dans la tête d'un chef d'entreprise et d'un banquier chef d'entreprise qui pourrait avoir un problème, qui allait voir son banquier, et on a travaillé sur des ratios qui sont les ratios des covenants en fait que posent les banquiers quand ils accordent des prêts, qui sont au niveau de l'endettement financier, le gearing, donc le rapport entre la dette financière et les capitaux propres. Le deuxième convenant, ça va être la capacité à pouvoir s'endetter, et puis la capacité également à pouvoir rembourser sa dette. Donc ça, on a travaillé sur ces 3 convenants-là. On a travaillé également sur ce qu'on appelle l'efficience économique. Donc on mesure aujourd'hui le niveau de la marge par rapport, je dirais, au modèle économique de l'entreprise, et par rapport finalement à la dégradation de son secteur d'activité, dégradation ou pas, on fait une projection. On se dit qu'aujourd'hui, par exemple, un équipementier automobile qui réaliserait 10% de marge, qui est le seuil un peu requis si vous passez 100% d'intensité capitalistique, si vous évoluez sur un secteur qui est à haut risque, secteur A3, finalement, vous allez quand même avoir du mal à maintenir ce niveau de marge. En revanche, si vous êtes à 14-15%, vu que vous superformez par rapport à votre modèle économique, même si vous vous trouvez dans un secteur un peu difficile, vous n'aurez pas trop de problèmes. Donc en fait, on a fait jouer à la fois ces convenants bancaires, donc ça c'est le pilier de l'endettement financier, et on a fait également une projection en cash aujourd'hui de la marge brute d'exploitation par rapport à la fois au modèle économique et par rapport au secteur d'activité de l'entreprise, et ce qui va nous donner en fait notre indice d'endettement. Le troisième indice, c'est un indice extra-financier, qui est l'indice de stabilité. On a décidé de travailler sur les signaux faibles de l'entreprise en termes de risque. C'est pas nouveau, ça existe déjà depuis les années 70. Mais c'était intéressant parce qu'aujourd'hui, les creditman travaillent beaucoup sur des signaux forts, et on voit que finalement, des signaux forts avec notamment l'absence aujourd'hui, même si on récupère bien sûr nous les bilans confidentiels, mais on ne peut pas diffuser cette information, les signaux forts sont de moins en moins présents. Donc en fait, l'idée, c'est d'associer, aujourd'hui, on a un historique dans notre base de données de 10 millions d'entreprises. On a bien sûr beaucoup d'événements qui sont liés à la parution
Bodac, de l'INSEE, des journaux d'annonces légales, etc., qui font qu'on arrive à analyser l'environnement d'une entreprise. En fait, on va analyser l'environnement d'une entreprise par rapport à différentes familles, 6 familles, sa raison sociale, son adresse, sa gouvernance, voir si elle publie régulièrement au niveau du greffe du tribunal de commerce. On va regarder si ses comptes sociaux, finalement, sont, euh, sont un peu conformes à ce qu'on attend. C'est-à-dire que, globalement, est-ce que l'entreprise, quand elle fait des bénéfices, et c'est une entreprise récente, fait une dotation au niveau de sa réserve légale, si le plafond de la réserve légale n'est pas atteint. On va regarder également l'adéquation entre son capital et son secteur d'activité. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, on peut créer des sociétés avec 1 euro. Donc, imaginez une société avec 1 euro de capital dont l'activité serait le négoce, avec donc un BFR très, très lourd. Donc ça, on relève bien sûr cette anomalie et on travaille également sur des éléments inadéquats par rapport à ça. Donc en fait, on a 6 familles sur lesquelles on va recenser en globalité 18 signaux faibles. Et donc, on va se dire qu'un signal faible en lui-même, ce n'est pas une information très pertinente. En revanche, de l'associer avec un autre signal faible, voire plusieurs, ça donne une information et donc très pertinente. Et donc, ça renvoie un signal fort. Et donc, c'est pareil, on fait jouer un jeu de couleurs entre le vert s'il n'y a pas d'absence de signaux faibles, jusqu'à un rouge si on a des signaux faibles qui sont notables, qui sont relevés. Alors, il y a encore également les comportements de paiement qui permettent donc soit de s'appuyer effectivement sur les éléments extra-financiers, mais également de pouvoir anticiper la liquidité donc d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc c'est quelque chose qu'il est intéressant de regarder. Nous collectons les expériences de paiement pour pouvoir proposer, lorsque vous analysez un dossier, une information, savoir si effectivement le prospect, le client, paye correctement. Donc, est-ce qu'il est bon payeur, mauvais payeur, et à combien de jours il paye, et quel est le nombre de jours de retard de paiement moyen de ce tiers-là. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'évolution de ce retard pour pouvoir se rendre compte, notamment en fonction si c'est une petite entreprise ou une entreprise plus conséquente, du risque associé à cette évolution. Si on voit une évolution très importante, assez soudaine sur une petite entreprise, généralement, c'est que ça va jusqu'à la défaillance. Si on s'en aperçoit sur une entreprise plus conséquente, on a peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas, on voit qu'il y a une difficulté à payer et il est essentiel voilà, d'avoir cette information rapidement. La dernière chose, ça va être la fraude. Donc la fraude, nous parlions de 2 éléments, la question des coquilles vides et la question de la fraude à l'IBAN. Il est important de pouvoir vous permettre également d'identifier en amont si l'entreprise qui vous contacte, ou alors si l'entreprise qui est déjà dans votre portefeuille également, ne se révèle pas être une coquille vide. L'entreprise qui vous contacte, parce que d'un point de vue légal, du point de vue de son activité, elle a montré patte blanche, mais on va s'appuyer sur l'IA, sur un certain nombre de signaux faibles également pour repérer s'il y a un comportement ou une vocation plutôt frauduleuse. Et c'est important également de pouvoir regarder votre portefeuille existant, puisque la plupart de ces entreprises et justement leur mode opératoire consiste à avoir une activité et une relation qui se passe parfaitement bien avec vous avant de se révéler et de frauder. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de regarder, qu'il est important d'automatiser, puisque c'est impossible de le faire de manière manuelle sur l'ensemble de votre portefeuille. La dernière chose, ça va être de s'assurer également qu'il n'y a pas une usurpation d'identité au moment de réaliser des paiements. Donc, bien s'assurer que l'IBAN appartient bien en fait à la personne qui vous demande de faire le virement. Et pour cela, éviter de s'appuyer sur un intermédiaire et d'appeler un intermédiaire pour avoir confirmation, parce que cet intermédiaire peut justement s'être fait usurper son identité. On voit de plus en plus de deepfakes aujourd'hui, des personnes qui vont appeler, qui vont faire même une visioconférence avec quelqu'un pour s'assurer qu'effectivement le RIB est bon, qu'elle doit bien réaliser le virement. Et finalement, c'est un deepfake, c'était des fraudeurs derrière. Donc, ce qu'il faut, c'est bien regarder en fait à la source
on supprime l'intermédiaire, on regarde à la source, on va regarder directement dans le système d'information de la banque du tiers si l'IBAN correspond bien au bon SIRI. Donc voilà l'ensemble des, euh, des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer dans la méthodologie que nous proposons. Et donc Alain va vous présenter une démonstration pour voir comment concrètement est-ce que ça s'applique sur une évaluation. Alain, je vais te laisser j'arrête de partager, je te laisse la main. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, D'accord. pour le Pas encore. moment, on voit juste le nom. Ça arrive. Ça Est-ce que y vous est, voyez mon écran? l'écran. Ça y est, oui. Donc l'exemple, c'est une société virtuelle de présentation. Comme dit son nom, c'est bien une société virtuelle. Donc c'est une société qui a été créée en 1999, qui est dans le négoce et le détail de chaussures, et donc sur lesquels je vais vous présenter en fait les différents indices. Donc vous voyez afficher notre score de probabilité de défaut qui est donc de 5 sur 10, donc, sur lequel on a un avis de crédit de 90 000 euros sur cette entreprise-là. Quand on regarde l'historique du score, on voit que c'est une évolution positive. On va tout de suite aller quand même pour se faire un peu sur l'idée de cette entreprise, sur le module expertise financière. C'est important d'avoir un tableau de chiffres clés qui soit quand même assez significatif. Donc, on regarde notamment son évolution de chiffre d'affaires. On a 6,6 millions. Et un indicateur, on verra, qui est important, qu'il faut relever, c'est l'indicateur donc de marge ou d'exploitation, donc la génération de cash. On voit que c'est une société qui réalise à peu près 600 000 euros de BE, ce qui représente 9% en fait du chiffre d'affaires. Donc on se dit 9%, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc par rapport à ça, il y a un élément important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'intensité capitalistique d'une entreprise. Donc ici, sur mon volet structure, on va retraiter en fait le bilan comptable en bilan fonctionnel, ce qui va nous permettre de détailler un peu plus l'évolution du BFR et d'avoir ce ratio-là, ce pourcentage-là qui représente 34,54%. Ce qui veut dire concrètement, il faut aujourd'hui que j'investisse 34 euros pour faire à peu près 100 de chiffre d'affaires. Je suis sur une activité aujourd'hui qui est moyennement capitalistique, enfin sur un modèle économique qui est moyennement capitalistique. Donc là-dessus, on détermine des seuils. Sur des niveaux assez bas comme ça, je peux me satisfaire d'un niveau de marge de 2%. Si j'étais entre 50 et 100%, ça sera un niveau de marge de 5%. Et si j'étais sur une intensité supérieure à 100, je serais sur un niveau de 100%. Ce qui veut dire que quand je reviens sur les chiffres clés de cette entreprise, finalement, je suis sur un EBE qui est à 9%. C'est une entreprise qui superforme par rapport à son domaine d'activité. Je vais revenir ensuite, et c'est là que ça va être assez intéressant, sur nos indices. Donc, on regarde nos indicateurs clés. Et le premier indice sur lequel on a travaillé, c'est l'indice de résilience. Donc, ça va répondre à la question, est-ce qu'il peut exister à court terme un risque d'illiquidité de cette entreprise? Quand on va regarder le détail, donc là, on est quand même sur un risque sensible. Donc, je clique sur le détail. Vous voyez le premier pilier qui est l'indicateur financier, qui va afficher plutôt sur une échelle de 1 à 6. Donc, 1 quand c'est vraiment excellent, 6 quand c'est indéterminé, 5 quand c'est très défavorable. Donc, on est plutôt aujourd'hui sur un niveau 2 qui est donc qui correspond à un risque de liquidité qui est faible. Et puis l'autre pilier qui va analyser en fait l'activité de l'entreprise. Je suis sur un impact jugé fort. C'est-à-dire que je me posais la question comment je suis arrivé à ce 2 ici. C'est ça en fait l'intérêt. Donc, je vais regarder globalement comment se situe la liquidité réduite d'exploitation de cette entreprise-là. Donc, je vais sur mon expertise financière et je vais sur mon ratio et je vais regarder que la liquidité réduite d'exploitation, aujourd'hui, elle représente 1,60.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si mes clients me payent en temps et en heure avec mes trésoreries, j'arrive à couvrir à hauteur de 1,6 mes dettes fournisseurs et mes dettes fiscales et sociales. Donc globalement, mon actif disponible à très court terme, aujourd'hui, couvre largement en fait mon passif exigible à très court terme. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, je vais me poser la question, c'est très bien, mais là, on est peut-être sur un niveau un peu haut. Est-ce que cette équité réduite d'exploitation va se maintenir à ce niveau sur l'exercice à venir? C'est important de travailler sur la temporalité des comptes sociaux parce qu'on reçoit les comptes souvent avec 8 à 9 mois de retard. C'est-à-dire que là, on va recevoir sur 2025, à partir de juillet, août, septembre, des bilans 2024. Alors, ça ne posait pas trop de problèmes, finalement, cette temporalité sur des périodes sur lesquelles on avait je dirais, une certaine stabilité au niveau de la croissance et des marges des sociétés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est intéressant à travers ces indicateurs d'inclure un certain dynamisme. Donc, je vais me poser la question, je vais dire effectivement, est-ce que c'est une possibilité de la faire évoluer? Donc, je vais regarder finalement deux autres indicateurs. Je vais regarder un indicateur notamment de dépendance financière. Donc, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai un problème, l'entreprise peut-elle aujourd'hui concourir à la dette? La réponse va être oui, parce que le taux d'indépendance financière est largement supérieur au seuil requis qui est 25%. Donc là, on est à 49,77% si c'est de l'indépendance financière non retraitée. Et la deuxième évolution que je vais regarder, c'est le niveau de marge brute d'exploitation. Et là, on a vu que la marge brute d'exploitation elle était très haute, 9%, et en tout cas largement supérieure aujourd'hui à son secteur d'activité. Aujourd'hui, j'ai pas de soucis sensibles par rapport à ça. C'est simplement en fait le secteur qui est sous surveillance aujourd'hui, qui est sur un risque 3. Le deuxième indice que je vais regarder, ça va être l'indice d'endettement qui était plutôt vert. Donc l'indice d'endettement, il va répondre à la question finalement, est-ce que la société est en capacité de pouvoir s'endetter, de pouvoir rembourser sa dette. Donc on va travailler sur 3 niveaux, sur 3 convenants. Donc on va travailler notamment sur le gearing. Donc le gearing, ça va être le niveau des capitaux propres par rapport la dette financière par rapport aux capitaux propres. Donc ici, vous voyez, j'ai un appui financier net qui est de 613 000 euros par rapport à des capitaux propres qui représentent 4,3 millions. Effectivement, ça représente très peu. Donc là, je suis sur un niveau d'endettement financier net qui est largement inférieur à 50%. Donc ça, c'est plutôt positif. La deuxième chose, c'est je vais regarder le service annuel de la dette. Donc on a une capacité aujourd'hui de mesurer le service annuel de la dette. Donc là, il était à peu près de 120 000 euros. Et ce service annuel de la dette doit être couvert aujourd'hui par notre excédent brut d'exploitation. Donc 120 000 euros, vous voyez qu'il est largement couvert par l'excédent brut d'exploitation. Et la troisième chose que je vais regarder, c'est je vais regarder le niveau en fait de ma dette financière nette par rapport à mon EBE qui ne doit pas dépasser 3 voire 4 ans. Au-delà de 4 ans, je serai sur une dette financière qui poserait problème. Et là, je suis sur un niveau qui est largement inférieur à 3. Hein. J'ai une dette financière de 613 000 pour un EBE de 599 000. Donc, je suis sur une capacité, en tout cas, d'endettement, pas de remboursement, qui est plutôt très, très bonne. Donc, quand je vais regarder finalement mes indicateurs clés sur mon indice d'endettement, je vais regarder le détail. Je suis plutôt sur 2. Et quand je projetais en fait la marge, comme je superforme par rapport au modèle économique de l'entreprise, j'ai 9% de marge, même si aujourd'hui le secteur est en souffrance à 3, je vais me retrouver avec un indice d'endettement financier qui est plutôt favorable. Ça, c'est le deuxième indice. Le troisième indice, ça va être un indice extra-financier qui s'appelle l'indice de stabilité. Donc, je suis sur une position qui est plutôt, je dirais, moyenne, c'est-à-dire qu'on a au moins un signal faible concernant cette entreprise. Donc, je vais cliquer dessus pour voir quel est ce signal faible. Donc, je vais regarder. Et donc, parmi les indices qui sont enlevés, c'est l'absence d'acte. C'est-à-dire que c'est une société qui existe depuis 1999, sur lequel on n'a aucun événement. On n'a pas d'événement, on n'a pas d'assemblée générale extraordinaire,
On n'a aucun acte vraiment officiel déposé. Et je ne dirais pas qu'il s'agit d'une société fantôme, mais c'est assez curieux en fait pour une entreprise de ne pas avoir d'événements durant une durée de vie quand même de plus de 5 ans. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces indices. Très bien, très bien. Eh bien, merci messieurs, parce que c'était très instructif. On va passer maintenant à la partie questions. Alors, on a très peu de temps, peut-être qu'on va quand même prendre une question. Alors, ça concerne visiblement les PGE. Donc, l'idée est, quand on a parlé de l'endettement, on a parlé de la capacité donc à rembourser sa dette. La question porte sur l'impact sur l'indice d'endettement et comment est-ce que vous intégrez les PGE dans cet indice? Les PGE, ça représente 142 milliards d'euros. Ça représente à peu près à 85% les toutes petites entreprises. Et aujourd'hui, il reste à rembourser à peu près entre 30 et 35% des PGE. Donc déjà, il y a un impact très fort parce que, quand je vous ai dit, ça impacte principalement aujourd'hui les TPE. C'est sur ces petites entreprises sur lesquelles on est un peu en aveugle, sur lesquelles on a des bilans en confidentialité totale, partielle. Et sur lesquels on peut finalement pas avoir une vision très très précise en fait de la marge, etc. Donc nous, c'était aussi l'indice à cette vocation-là. C'est cet indice global qui va permettre quand même de renseigner sur la nature de l'endettement. Nous, ce qu'on a constaté, on a constaté en fait deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on veut, c'est que cet indice soit vraiment pérenne. C'est-à-dire que, bien sûr, il va couvrir toute cette période un peu sensible 2025-2026, sur laquelle il y a des PGE qui courent encore. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'il y a un taux d'effort qui est demandé pour les chefs d'entreprise pour pouvoir rembourser la dette qui est énorme et qui est dû plus au contexte économique. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas l'endettement. Les banquiers font leur travail. Les taux d'intérêt ont baissé. La problématique, c'est finalement la capacité à pouvoir rembourser la dette. Donc aujourd'hui, le débat, il est hors PGE, même s'il y a bien sûr un impact qui est très très fort, ce qu'on constate. Et ce qu'on veut montrer, nous, à travers cet indice-là, c'est vraiment aujourd'hui démontrer aussi qu'il y a des entreprises qui s'en sortent bien. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qu'on a constatées qui ont fait évoluer leur modèle économique durant cette période un peu difficile pour elles. Et ce qu'on a constaté, en tout cas, sur les derniers bilans, là, on est en train de recevoir des bilans, notamment en mars 2024, c'est qu'il y a beaucoup de changements de modèle économique. Donc nous, on arrive à le vérifier par rapport à ce qu'on appelle euh, évolution d'intensité capitalistique. Hein. L'intensité, c'est le niveau des investissements. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de digitalisation aujourd'hui qui sont effectuées par les différentes entreprises, donc des modèles économiques qui sont beaucoup plus digitalisés. Donc aujourd'hui, le niveau de marge qui était requis, je dirais peut-être en 2020, 2021, qui était insuffisamment élevé par rapport à un modèle économique qui nécessitait aujourd'hui beaucoup d'investissements. Le niveau de marge n'a pas beaucoup évolué, mais en fait, c'est le modèle économique qui a évolué. Et aujourd'hui, sur un niveau de marge constante, certaines entreprises, en tout cas, permettent de se maintenir. Donc aujourd'hui, voilà, nous, à travers cet indice-là, on a voulu donner une vision qui est très claire aujourd'hui du positionnement de l'entreprise. Merci pour cette réponse. Alors, notre webinaire touche à sa fin, parce qu'il est déjà midi. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire, spécialement aussi remerciements à Alain Lubinel et à Géraud Zeller. Merci à vous. Merci. Et donc, pour votre information, donc, le replay de ce webinaire sera disponible sur le site d'Option Finance d'ici la fin de la journée. Donc, encore à nouveau, je réitère mes remerciements et je vous dis donc au revoir.
Merci, Voilà. au revoir. Merci.